Bonjour à tous et bienvenue sur CF News TV. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle table ronde dédiée à l'actionnariat salarié. Comment ça fonctionne, quels sont les atouts de ces outils, mais aussi leurs perspectives de développement. On vous dit tout avec 3 experts du sujet. Pour décrypter ce sujet qui est plus que jamais au cœur de l'actualité, je suis plutôt bien entourée puisque j'ai à mes côtés Olivier Renaud. Vous êtes associé fondateur du cabinet d'avocats Lamartine Conseil. Bonjour Olivier. Bonjour. À côté de vous, Jean-Philippe Debat. Vous êtes président fondateur d'Equalis Capital. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Aurore, bonjour messieurs. Vous êtes, donc je le disais, fondateur d'Equalis Capital qui structure notamment des FCPE, mais pas que. Vous conseillez les dirigeants sur la manière d'intéresser tous les salariés au capital de leur entreprise et vous nous raconterez concrètement comment on fait. Du concret, on en aura aussi avec Christophe Deldic. Bonjour Christophe. Bonjour Aurore. Vous êtes président de Turenne Group et vous avez vous-même eu recours à de l'actionnariat salarié pour opérer la transmission de la société de gestion. Et vous avez aussi recours pour des participations de vos fonds. Donc vous nous raconterez tout ça et comment ça fonctionne. Alors quand on parle d'actionnariat salarié, de quoi est-ce qu'on parle, Jean-Philippe? Nous, en tout cas, l'actionnariat salarié, c'est du collectif. Bien souvent, on emploie le terme actionnaire salarié pour définir de l'accès au capital de certains salariés. Ce n'est pas tout à fait la définition que nous adoptons, puisque là, c'est une sorte d'actionnariat salarié sélectif, discrétionnaire, qui a tous ses mérites. Mais en général, nous, quand on parle d'actionnariat salarié, c'est la possibilité pour les salariés, sans distinction, sans discrimination, d'avoir accès au capital. Donc c'est l'actionnariat salarié collectif. Donc pas des manpack, par exemple. Alors les manpack, c'est une façon pour un fonds d'investissement de partager la valeur. Rien n'empêcherait un fonds d'investissement de partager la valeur avec tous les salariés. Certains le font, Turenne le fait, d'autres le font. Ce n'est pas la majorité du genre, mais ça existe. Olivier, peut-être Oui, c'est à distinguer de l'actionnariat salarié individuel qui connaît ses outils légaux également, type plan d'attribution d'actions gratuites, BSPCE, etc. C'est pas ce que nous verrons aujourd'hui, tout ça, comme le disait Jean-Philippe, rentre dans des schémas individualisant les performances au sein d'entreprises de certaines catégories de salariés. D'accord, mais tout le monde dans le même panier, aux mêmes conditions. Voilà, en fait, c'est à la fois l'avantage et un petit peu la limite du système, on le verra. Christophe, vous avez, je le disais, expérimenté l'actionnariat salarié. Qu'est-ce que vous en avez vu comme bénéfice? La société de gestion, donc on a mis lors de l'opération de transmission capital qu'on a menée en 2020, donc le rachat de la majorité à l'associé fondateur, on avait plusieurs possibilités, de racheter à quelques-uns, de prendre un partenaire institutionnel à côté. Et on a voulu donner la possibilité à l'ensemble des collaborateurs du groupe de devenir actionnaires dans cette logique expliquée, c'est-à-dire d'avoir tous le même produit pour participer tous ensemble au développement du groupe. On a un plan de développement ambitieux, on voulait doubler de taille en 5 ans et dans une logique qui est de dire si ça se passe bien, il faut que ça se passe bien pour tout le monde. Donc on a travaillé le sujet et on l'a mené et à ma grande satisfaction, quand on l'a proposé à l'ensemble des collaborateurs, tous les collaborateurs ont voulu participer. Et on a utilisé, nous, un outil qui est le plan d'épargne entreprise. En fait, tous les collaborateurs utilisaient une partie de leur intéressement qui était placée dans le plan d'épargne entreprise et on a donné la possibilité à chacun de puiser dans cette épargne pour pouvoir souscrire à la société holding de reprise. Et donc, on a eu 100% des collaborateurs qui ont souscrit et qui, ensemble, détiennent 100% du capital de la société de gestion. Depuis moins de 5 ans après, on a quasiment doublé de taille. On a doublé de taille puisqu'on gère aujourd'hui à peu près 2 milliards. On gérait 1 milliard à l'époque. Et à l'époque, quand on a fait l'opération, on était 50 salariés. On est 87 à date et on a 87 salariés actionnaires puisque tous ceux qui nous ont rejoints au fil de l'eau ont souhaité aussi monter au capital. Donc, ça marche. Ça permet bien évidemment de fidéliser. Pour nous, c'est un grand avantage. On est nombreux, je vous dis, 87 salariés, dans un modèle plutôt de plateforme en société de gestion, c'est-à-dire que les collaborateurs travaillent soit sur des fonds régionaux, soit sur des fonds sectoriels nationaux. L'avantage de l'actionnariat salarié collectif au niveau de la société de gestion, c'est aussi avant tout de donner la possibilité à chacun de bénéficier des performances de chacun. Et donc d'avoir un outil très collaboratif aussi, puisque du coup, quand j'ai le pôle sectoriel de la santé ou le pôle régional du Nord ou du Sud, tout le monde a intérêt à ce que ces pôles performent. Peut-être si je peux peut-être faire un commentaire sur la notion de plan d'épargne d'entreprise, c'est vrai que c'est très important. Donc Turenne a mis en place un plan d'épargne d'entreprise où les salariés sont actionnaires en direct. Chez Equalis Capital, on a exactement la même chose. Et pour les sociétés plus nombreuses, l'utilisation du plan d'épargne se fait via un véhicule dont on va parler beaucoup, je pense, qui est le fonds commun de placement d'entreprise, qui est logé dans le plan d'épargne. Il y a 2 conduits possibles, soit en direct,
quand on est dans une société, on va dire une petite PME, et puis via le FCPE quand on est une plus grande société. Et là, on est dans le plan d'épargne d'entreprise qui présente tout un tas d'avantages dont on parlera un petit peu tout à l'heure, mais qui est vraiment le facteur discriminant de l'actionnariat salarié collectif, c'est la possibilité d'utiliser le PE. Absolument. Tous ces avantages que citait tout à l'heure Christophe, vous arrivez à les quantifier et à savoir ce que ça apporte en plus à la fois à l'entreprise et aux salariés? C'est la question clé. Ouais. Comment mesurons-nous l'impact de l'actionnariat salarié pour l'économie et pour l'entreprise? Aujourd'hui, on sait la mesurer pour les individus. On sait est-ce qu'un salarié gagne de l'argent ou perd de l'argent. Donc nous, chaque année, on publie un indice qu'on appelait l'indice Equalis, qui est une sorte de CAC 40 des sociétés actionnaires salariés. On regarde année après année combien en moyenne les salariés ont gagné. Donc on fait ça depuis 2016. Le chiffre qui va apparaître, je vous le donne en exclusivité, est de 14%, le dernier chiffre pour la dernière année de 14%. On est sur des années entre 14, 15, 20%. Donc ça stagne plutôt? Ah non, c'est des progressions chaque année. C'est cumulatif. Okay. Et un autre chiffre qui est vraiment très très important, c'est bon, ça c'est une moyenne. Il y a toutes les entreprises ne gagnent pas d'argent. Donc quel est l'impact pour un salarié? Finalement, on nous disait, moi quand j'ai créé la société, l'actionnaire salarié, c'est prendre un double risque, son emploi plus son capital. Et donc on quantifie quel est ce risque pour l'individu. Donc là aussi cette année, on a innové, on a fait un calcul finalement salarié par salarié. Est-ce que les salariés ont gagné de l'argent? Est-ce qu'il y en a qui en ont perdu? Et donc quand on regarde sur la valeur de l'action seule, on a 90% des salariés qui gagnent de l'argent. C'est déjà pas mal, mais il y a quand même, on peut se dire, il y a 10% qui peuvent perdre de l'argent. Oui, mais non. Si ils ont structuré leur investissement pour maximiser les aides de l'entreprise, parce que la promesse dans l'actionnariat salarié, c'est vous investissez, mais l'entreprise vous aide. Donc c'est quoi? C'est des décotes ou des décotes abondamment. Oui. Et bien, quand on prend en compte ces aides, la proportion de salariés qui ont gagné de l'argent depuis que nous on existe, en tout cas nos clients, c'est 99%. Donc quasiment tout le monde en fait. Quasiment tout le monde. Olivier, je ne sais pas si vous voyez d'autres avantages. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout est prévu par la loi finalement, d'une certaine manière. Ce qui fait que les avantages sociaux, fiscaux sont vraiment crantés pour longtemps, me semble-t-il, et s'éloignent peut-être de certains produits d'associations plus individuelles qui présentent pas mal de risques en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est aussi un aspect de stabilité juridique fiscale intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus largement l'actionnariat salarié aujourd'hui? Dans les dossiers qu'on voit passer, en particulier dans le capital d'investissement, de plus en plus ce réflexe de dire FCPE, j'ai même vu dans des cahiers des charges lors d'une opération de transmission d'entreprise avec intervention d'un fonds d'investissement, le management, ou le fonds d'ailleurs, qui disait « moi, je souhaite dans mon cahier des charges qu'il y ait la mise en place d'un actionnariat salarié collectif ». Comme le disait Jean-Philippe, c'est un schéma qui peut être généralisé, mais qui n'est pas exclusif. On peut avoir d'autres dispositifs qui viennent s'ajouter, et ceci plus individualisés. On va donc avoir, si vous voulez, une sorte de feuilletage des différents dispositifs d'association au capital. Oui, si on veut quand même favoriser une certaine catégorie de managers. Est-ce que vous voyez d'autres freins? Moi, j'en vois un qui reste très important, c'est le frein culturel dans la tête des dirigeants. C'est-à-dire que beaucoup de dirigeants aujourd'hui considèrent que les salariés, ils ont un salaire et le capital, c'est réservé à l'actionnaire dirigeant propriétaire qui met en risque son patrimoine pour l'outil de travail. Et donc, c'est ça qu'on doit réussir à lever. Chez Turenne, on gère un fonds dédié à la mise en place de critères ESG renforcés, dont l'actionnariat salarié, qui s'appelle NOV Relance Impact, qui a été souscrit par la Caisse des dépôts et des assureurs français dans le cadre de partenariat avec France Assureurs. Et donc, on gère un fonds d'une centaine de millions d'euros qui est dédié à la mise en place de l'actionnariat salarié. On voit des dizaines et des dizaines d'entreprises. Il y a encore beaucoup de dirigeants qui ont un frein. Et d'ailleurs, pour eux, c'est contre-intuitif que ce soit nous, entre guillemets, où ils ont une vision d'investisseurs financiers, qui rentrons dans une logique de partage de création de valeur avec l'ensemble des salariés. Et donc là, on est encore dans un boulot, je pense, pendant quelques années, d'éducation des dirigeants, de la sensibilisation sur le fait que, dans le cadre d'un intérêt bien compris, partagé, il faut que quand l'histoire est belle, elle ne concerne pas que 4-5 collaborateurs de la société, mais bien l'ensemble des collaborateurs de la société. On a plein d'outils qui existent, et on va en reparler, mais il reste encore à déverrouiller ce frein psychologique dans la tête des dirigeants. Et donc plus on aura des opérations nombreuses, c'est le pari qu'on fait, avec des belles histoires à raconter, c'est aussi pour ça que c'est important de faire la promotion de l'actionnariat salarié quand ça se passe bien, et ce qui est la majorité des cas, parce qu'on se rend compte que quand on l'a mis en œuvre, c'est plutôt un accélérateur de performance. Il faut communiquer davantage pour sensibiliser les dirigeants qui disent « tiens, c'est une bonne idée, je vais l'appliquer chez moi ».
Ça vous est déjà arrivé, pardon, de ne pas faire de deal parce que le dirigeant, justement, refusait d'ouvrir le... Ok. Oui. On a un fonds qui est dédié à ça. Et en effet, il y a des dirigeants qui nous disent « Moi, je ne veux pas faire ce type d'opération en ouvrant le capital à l'ensemble des salariés ou pas maintenant, pas tout de suite. » Oui, il y a des opérations qu'on ne fait pas et qu'on aurait aimé faire et qu'on ne fait pas à ce titre-là, mais bon, d'autres qu'on fait parce qu'on arrive à convertir. Mais je pense qu'on a encore du boulot devant nous. Mais on a eu un petit peu les mêmes réticences il y a 25 ou 30 ans avec le fait d'associer au capital les cadres, je pense aux fondateurs dirigeants, Dieu à bord, qui à un moment donné étaient poussés par des fonds d'investissement en disant il faut associer les créateurs de valeur pour justement mettre en place une vraie convergence d'intérêts, ce qui nous rassure, nous, fond, et ce qui crée de la valeur pour tout le monde. Le fameux alignement d'intérêts, en fait. Exactement. Alors là, c'est plus individualisé, le dirigeant conserve le choix. C'est des gens de confiance, donc ils se disent, oh là là, ils peuvent être dans le secret de l'actionnaire. Il y a des petites choses comme ça. Jean-Philippe saura nous dire comment, finalement, le fait d'avoir tous les salariés d'une entreprise au capital n'est pas une manière de dévoiler toutes les informations secrètes, j'oserais dire, d'une entreprise, du tout. Oui, parce que là, je vais employer un terme qu'on utilise. C'est un frein aussi, parfois, peut-être psychologique. Oui, absolument. Un terme, je parlais de technologie. Finalement, l'actionnariat salarié, c'est une technologie, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une technologie qui présente deux avantages. La première chose, c'est qu'elle crée une interface entre les salariés et l'entreprise. Donc, il n'a plus à gérer des dizaines et des centaines de relations et la communication, elle est univoque avec un seul objet et une communication qui n'en donne pas plus que ce que vous donnez à votre CSE. Donc il y a ce côté-là, c'est quand même hyper efficace. Et la deuxième technologie, on parlait de la réticence psychologique des dirigeants, donc il y a un travail d'éducation à faire, mais il y a aussi un travail d'éducation à faire avec les mathématiques. Vous dites à un dirigeant, vous augmentez les salaires de 1 euro, vous réduisez la valeur d'entreprise de 10 ou 8. Allez, on va dire 8 si vous valorisez 8 fois. Année après année, vous réduisez votre valeur d'entreprise. Vous donnez 1 euro d'action gratuite, bon, ça vous coûte 1. Pas de problème. Et puis c'est tout. Et ensuite, si l'action passe à 2, à 3, à 4, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte toujours rien. Donc si vous mettez ça sur un petit tableur, ce que nous on fait chez Equalis Capital, vous démontrez aux dirigeants que son intérêt objectif, c'est de faire de l'actionnariat salarié. Bien évidemment, il ne faut pas sacrifier le contrôle, on comprend que c'est important le contrôle, mais ça lui coûtera moins cher à l'arrivée de faire de l'actionnariat salarié que de faire des augmentations de salaire. Alors là, il peut y avoir un frein du côté des salariés. Oui. Non, je veux une augmentation. Ensuite, c'est de la négo, on discute, on partage. Voilà. Ce que vous dites, c'est que les gens quand même commencent à s'en rendre compte, parce qu'il y a des syndicats qui vous apportent des dossiers. Il y a des syndicats qui nous apportent des dossiers, et puis quand Renault a lancé son grand plan, moi je me souviens d'une interview d'un gars qui était à l'usine, il dit je m'en fous, moi que ce soit des actions ou du salaire, du moins que c'est des euros, ça me va bien. Voilà. Bon, des freins qui restent en tout cas à gommer, et comment vous commencez d'ailleurs à gommer ces petites réticences que vous voyez sur le marché? Est-ce qu'il y a des pratiques que vous mettez en œuvre pour essayer d'incentiver les dirigeants et de les motiver à mettre en place ce type de dispositif? Que de la pédagogie? Si on leur dit, vous savez, vous ne perdez absolument pas le contrôle, vous vous responsabilisez peut-être même, vous avez la chance de responsabiliser vos salariés, qui disent, je suis quand même actionnaire, alors j'ai un intérêt à avoir un gros salaire, mais si je demande trop, peut-être que j'impacte l'entreprise et les titres de copropriété que je détiens. Il y a plein de choses comme ça. On l'a vu sur un exemple ensemble où le dirigeant nous disait, écoute, c'est plus les mêmes. Il ne se lâche plus en décembre pour dire, je veux une prime à tout prix, et puis advienne que pourra. Ouais. Voilà. Donc, ça change aussi le mindset des salariés, en fait. Ah oui, alors ensuite, il faut une culture d'entreprise. C'est une règle qui n'est pas générale, ce que j'indique, mais je pense que c'est de la pédagogie, puis objectivement, des acteurs qui, sans cesse, disent, voilà, il en faut cette couche, entre guillemets, d'actionnariat complètement général. C'est l'avenir. La petite musique, c'est incruste à un moment donné. Et ces réticences, on les voit d'ailleurs sur toutes les tailles de sociétés, parce qu'il y a les plus petites, par exemple. Tout ce qui est capital innovation est beaucoup plus familier, parce que y a tout le package des BSPCE, des AGA, c'est très culturel dans l'environnement du capital innovation, parce que ça permet de faire venir des talents qu'on n'est pas en capacité de rémunérer. Donc ça, c'est aujourd'hui une norme de marché. Le virage psychologique, pour moi, il est plus chez les dirigeants propriétaires d'entreprises familiales, taille PME, petite ETI pour les plus grandes entreprises. Je pense qu'en effet, Jean-Philippe le disait, c'est plus facile de parler de FCPE. Donc c'est plutôt sur les PME où, en fait, le dirigeant propriétaire n'envisage pas ou n'imagine pas possible de pouvoir même transférer les titres à terme de son entreprise à ses salariés, même s'ils peuvent paraître les meilleurs acquéreurs potentiels.
ça reste très contre-intuitif en disant mais ils n'auront jamais les moyens d'acheter la société. Ouais. Alors qu'avec des opérateurs comme nous, sociétés de gestion qui gérons des fonds professionnels, on peut justement donner les moyens à l'ensemble d'un collectif associé dirigeant, quand il est accompagné par le dirigeant propriétaire, à horizon 5, 10, 15 ans, sur une, deux ou de manière progressive, à pouvoir transmettre la société à l'ensemble des salariés, avec des nouveaux pilotes bien évidemment, parmi l'encadrement, mais qui permet aussi de maintenir le centre de décision sur le territoire. Et en fait, c'est le cahier des charges idéal pour un dirigeant propriétaire, parce qu'il préférera toujours transmettre à ses salariés avec qui il a bossé pendant 10, 15, 20 ans, à prix équivalent, s'ils ne se sont pas lésés sur le prix, par rapport à être obligé de vendre à un concurrent parce qu'il n'a pas de successeur en interne, et parce que dans la famille, il n'y a personne qui veut reprendre. Donc c'est toute cette pédagogie-là aussi que nous devons faire, nous, société de gestion, de dire on sert aussi à ça, c'est-à-dire à rendre possible la transmission interne. Il faut du temps, et on a aujourd'hui une masse d'outils possibles, mais c'est d'abord redonner la finalité en priorité, parce que les outils, globalement, on les a. Ils peuvent être améliorés, mais on les a aujourd'hui. Justement, on parlera de réglementation dans la deuxième partie de la table ronde, et en attendant, on marque une courte pause. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la table ronde CF News dédiée à l'actionnariat salarié. Alors, juste avant la pause, on évoquait un petit peu la réglementation avec la loi Pacte. Est-ce que, selon vous, elle est adaptée, cette réglementation, à l'essor et au développement des dispositifs d'actionnariat salarié aujourd'hui? Déjà, elle existe. Elle existe, elle couvre... Elle existe toujours en France, j'ai l'impression. Toujours en plein France. de sujets. Voilà, elle paraît stable, complètement. Elle vise toutes les situations, en tout cas, de cet actionnariat salarié collectif, puisque finalement, le FCPE dont on parlait va accueillir des abondements, à la fois de la part du salarié au travers du PE, prime de participation et ou intéressement, partage de la valeur. Il peut faire des versements volontaires, dans certaines limites, et l'entreprise également peut abonder. On en reparlera peut-être un petit peu après. Tout ceci va rentrer dans un corpus, en fait, qui, globalement, va permettre à tous ces avantages, et il y en a un je dirais, assez significatif également, de surcroît, qui est la décote, sans qu'il y ait de charges sociales spécifiques, ni d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, dans la mesure où, à minima détenus par ce FCPE, donc les titres de l'entreprise, doivent être conservés au moins 5 ans. C'est une contrainte, mais dans nos opérations, je laisserai Christophe en dire un mot, on est dans le temps long. C'est une maturité qui, est à peu près, qui correspond à peu près au cycle capital d'investissement. Donc pas d'impôt sur le revenu, donc c'est quoi? C'est les prélèvements sociaux? Prélèvements sociaux, donc CSG 17,2. Ouais. Okay. Voilà. Qui, dans certains pays, représente l'impôt sur le revenu, mais nous, nous ça va. Nous, c'est un forfait de charge sociale. Voilà. Et donc c'est un forfait de charge sociale. D'accord, mais malgré le contexte, ça ne va pas changer. Ça, a priori, malgré le contexte. Si, la CSG, elle peut changer tout le temps. Oui, c'est ça, elle peut augmenter. La CSG, comme ça n'est pas un impôt, le gouvernement la change du jour au lendemain. Elle n'a pas besoin de passer devant le Parlement. C'est l'invention géniale de Michel Rocard à l'époque. Donc ça peut peut-être bouger, je n'en sais rien. Mais ça reste toujours quand même cet élément-là. Il n'y a pas les charges sociales qui sont significatives, qui s'ajoutent. De surcroît, les titres souscrits, enfin de l'entreprise, qui sont souscrits par le FCPE, peuvent bénéficier d'une décote de 30% minimum. Et ça, c'est énorme. 30%, ça veut dire qu'on part, à l'occasion d'une opération de transmission, Turenne met son argent, il met 1 euro par action. Derrière, le FCPE, lui, il part avec une avance, il a 30 centimes. Donc voilà, ça c'est... Donc en tout cas, les choses sont bien faites. Sont bien faites, couvrent. On préfère plutôt que rien ne bouge, plutôt que de se dire, c'est un salon pour améliorer, parce que si on améliore, je crains qu'un équilibre soit rompu. Vous voyez, et qu'on se mette un petit peu à bouger. Il faut de la stabilité. Donc ça, c'est pas du tout au programme aujourd'hui que ça change. J'attends l'Assemblée, le gouvernement qui oserait en ce moment toucher à l'actionnariat salarié collectif. Je parle bien du collectif. D'autant que dans le gouvernement actuel, il y a une ministre déléguée auprès du ministère de l'économie et des finances, dont la responsabilité couvre précisément l'intéressement, la participation et l'actionnariat salarié. Ça, c'est nouveau? C'est la première fois, oui, que le titre apparaît dans l'intitulé et dans le scope de l'action d'un ministre. Voilà. En sachant qu'en 2023, je crois qu'il y avait déjà eu, le partage de la valeur était un peu au centre de toutes les attentions dans le gouvernement. Il y a aujourd'hui un vrai consensus, ce qui n'empêche pas la discussion sur les salaires. Il y a un gros problème sur les salaires, le niveau des charges sociales, etc. Mais au niveau de l'actionnariat salarié, on a un corpus réglementaire très abouti. Aujourd'hui, il est passé, je vais parler technique, mais avant c'était le ministère du Travail qui avait la main là-dessus. Maintenant, c'est le ministère de l'économie et des finances, Bercy. Donc on a des interlocuteurs avec qui on parle le même langage et il y a un consensus pour favoriser
utiliser ce dispositif. Et il n'y a pas de demande d'avantages fiscaux supplémentaires, parce qu'on sait bien que voilà, faut arrêter. Donc non, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Il n'y a que les États-Unis où il y a un système aussi sophistiqué que le nôtre. Bon, les États-Unis, l'actionnariat salarié est beaucoup plus important qu'en France, mais on peut toujours rattraper notre retard. Et puis alors, moi je sais bien que les gens qui nous regardent, là, ils n'ont pas forcément, votent pas à l'Assemblée nationale, mais je vais quand même pas partager moi un rêve que j'ai sur l'actionnariat salarié. Quand je visite les usines ou chez mes clients, etc., je rencontre des gens, je leur demande combien ils sont payés. Et en fait, les gens, ils vont répondre assez rapidement combien ils sont payés. Ils disent, je suis payé tant, et puis ensuite, ils rajoutent souvent, et avec les heures sup, ça me fait tant. Donc en fait, vous vous rendez compte que dans les entreprises, il y a beaucoup d'heures sup pour les gens qui sont payés faiblement. Moi, mon rêve, c'est que ces heures sup, on puisse les payer en actions de l'entreprise. Ou en tout cas, que l'individu ait le choix de dire, bon, j'en ai besoin pour telle chose, mais que je puisse augmenter mon temps de travail et être rémunéré en actions de l'entreprise. Parce que ça lèverait un des freins à l'actionnariat salarié, c'est que les gens n'ont pas d'argent à la base. Vous avez bien vu. Voilà, donc ça, c'est un rêve. Et La balle est plutôt dans le camp des entreprises que du ministère. Non, là, je pense qu'il faudrait une modification législative. Ouais. Ça, oui. D'accord. Ouais. Mais ça coûterait rien, vous voyez, c'est pas au contraire. Si les gens travaillent plus, on peut imaginer que le PIB augmentera. Ouais. C'est sûr. Quand on est un fonds, comment est-ce que, alors on arrive à se saisir de tous ces outils, comment on arrive à se démarquer avec une proposition de valeur intéressante en matière d'actionnariat salarié? Il y a plusieurs outils, mais tout ça, le point commun, c'est le partage de la valeur dans la notion de collectif, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'ensemble des salariés. Il y a deux opérations où on a utilisé la loi Pacte, mais qui est en dehors de l'actionnariat salarié, qui est sur le partage de la plus-value, puisque ça aussi, ça existe et c'est possible. Alors, techniquement, il faut le faire quand on fait tout au sein de la même société, il ne faut pas qu'il y ait une NewCo au-dessus, mais on peut très bien décider l'ensemble des actionnaires, et un dirigeant d'entreprise peut très bien décider de le faire tout seul, il n'y a pas obligé d'avoir un actionnaire professionnel investisseur à ses côtés, qui est de dire, voilà, lors de l'événement de liquidité, s'il est au moins 36 mois après la signature d'un accord avec le représentant des salariés, je décide de partager la valeur de la plus-value avec l'ensemble des salariés. Et c'est encadré, c'est l'équivalent d'un abondement dans un plan d'épargne entreprise. C'est plafonné à 30% du pass individuel par salarié, mais le salarié, sans avoir mis 1 euro, si cet accord a été mis en œuvre, il peut bénéficier d'un bout de la plus-value que fait l'actionnaire et c'est versé dans le plan d'épargne entreprise. Donc nous, on l'a fait dans différents types de participation. Quand on a racheté avec d'autres investisseurs l'entreprise Mousseline à Nestlé, on a mis en place ce plan de partage en expliquant à l'ensemble des salariés que si l'opération se passait bien, tout le monde en bénéficierait. Après, il y a d'autres outils qu'on a utilisés, c'est la création de Manco, mais qu'on n'a pas réservé à uniquement quelques cadres clés, mais qu'on a proposé à l'ensemble des salariés. Et là, on a beaucoup de belles histoires où beaucoup de salariés se sont engagés, alors quelques milliers d'euros, mais ils sont actionnaires au même titre que nous, investisseurs professionnels, que le dirigeant propriétaire. En plus, on met un petit effet de levier, c'est facile à faire dans la Manco, qui permet d'avoir, il n'y a pas une décote, mais il y a un petit effet de levier qui fait que à prix de cession équivalent, il y a une meilleure performance pour l'actionnaire salarié dans la Manco qu'il y en a pour les autres. Et enfin, on a utilisé l'outil FCPE, en travaillant notamment avec ces messieurs, pour des opérations de capital transmission. On en a fait une récemment sur la société Rousseau. Je vais peut-être d'ailleurs laisser Jean-Philippe vous en parler directement, mais pour montrer que toute la pédagogie, il faut la faire au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau des salariés, mais que c'est un outil qui est assez puissant, parce qu'on arrive à fédérer rapidement plus de 50% des collaborateurs qui prennent de leur épargne pour investir dans le FCPE, et qui est un outil très puissant, parce qu'en effet, il a la possibilité de donner des accélérateurs de performance financière dans une fiscalité optimisée. Exactement. Et légal, donc du coup, pas de risque de remise en cause. Oui, de requalification. Et une souplesse même du FCPE qui permet d'y loger des natures de titres qui vont correspondre un petit peu aux souhaits de la population salariée de l'entreprise. Pas trop risqué, donc on peut mettre de l'obligation convertible avec un taux fixe. On peut compléter avec de l'action ordinaire, du BSA, une ADPR, donc une ADP qui booste au-delà d'une performance, tout. Et moi je suis persuadé, j'ouvre les paris qu'un management package dans un FCPE. Ouais. Alors justement, expliquez-nous, vous, votre rêve c'est de concilier Manpack et FCPE. Alors comment on fait et à quoi ça servirait du coup? On a des exemples où dans le FCPE on a mis en place des outils qui améliorent la performance financière en fonction de critères XY, généralement financiers à la sortie. Mais il y a toujours un Manpack individuel en complément, toujours. Donc j'imagine pas, pourquoi pas, ou alors une société à People. Voilà. En général, on combine les deux. Et ça, c'est très clair. Mais moi, je suis persuadé que le Manpack collectif dans la FCPE ne court absolument aucun risque.
Alors, on l'appellera le salary pack. Le salary pack. Le salary pack. Non, pas cap. Oui, en fait, nous, on l'a fait. Hein. On a aujourd'hui un peu moins de 100 fonds d'actionnariat salarié. Je dirais que sur 4 ou 5, et beaucoup ces derniers temps, on a utilisé ça. Ça ne se substitue pas à des instruments type action gratuite pour des managements identifiés, mais ça permet de bifurquer sur l'ensemble des salariés une rétrocession de l'investisseur. Et puis on sait en France quand même que la part de la valeur qui est accaparée par le management est un peu supérieure à ce qu'on observe dans les autres pays. Et ce n'est bon pour personne, sauf pour les bénéficiaires, bien évidemment. Et donc le fait de disséminer, de saupoudrer sur un plus grand nombre de gens ne peut être que bénéfique. Donc les outils, ils existent. On n'est pas là pour faire du corporate finance, mais ils existent. Ils sont utilisés. C'est un outil de plus quand vous voulez adresser le partage de la valeur avec différentes catégories de population. Pour la pédagogie dont on parlait tout à l'heure et qui manque encore, je crois que chez France Invest, vous avez des groupes de travail sur le sujet. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, chez France Invest, on a été moteur et ça s'est conclu l'an dernier, en 2023, avec une charte sur le partage des résultats. On a devancé l'ANI, entre guillemets, en disant, voilà, quand une société fait moins de 50 salariés et que les résultats sont positifs, on a proposé à ce qu'on s'engage à mettre un outil de partage des résultats. Alors, quel que soit l'outil, de la prime Macron jusqu'à la mise en place d'un contrat d'intéressement quand il n'y en a pas, la participation y compris pour les sociétés qui ont moins de 50 salariés. Et on a eu la très bonne surprise de voir qu'on a eu quasiment 200 sociétés de gestion qui ont signé cette charte et qui sont engagées dès cette année à ce que quand une de leurs participations est rentable, à ce qu'il y ait un outil de partage des résultats, même quand on est actionnaire minoritaire. Donc on n'est pas à la manœuvre pour pouvoir le faire. Donc ça, c'était le premier maillon. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, réfléchir sur comment on peut aller plus loin et donc avoir davantage d'opérations où on va mettre le partage de la plus-value et pas uniquement le partage des résultats. Donc c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la loi Pacte, ou pas du tout ? C'est avec les outils légaux existants. En fait, moi, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on a assez d'outils qui existent, ils sont mal connus, pas utilisés, pas assez connus aussi, je pense, par les sociétés de gestion, et donc il faut qu'on fasse aussi le job ensemble pour davantage les diffuser, et c'est ça aussi qu'on fait chez France Invest, et on travaille avec quelques sociétés de gestion un peu motrices sur le sujet, prendre l'initiative pour davantage faire connaître et donner un peu des normes et des guides de bonne pratique pour dire voilà ce à quoi on peut s'engager pour que demain, dans toute nouvelle opération, on puisse davantage partager la valeur avec l'ensemble des salariés. Moi, je crois beaucoup au rôle de France Invest parce que c'est les plus belles entreprises françaises. Si je ne me trompe pas sur les statistiques, c'est pas loin de 20% des entreprises qui sont private equity backed. Et donc, c'est les plus belles et c'est 20%. Donc, vous imaginez la capacité d'entraînement de France Invest, elle est très importante. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on peut faire de son argent quand on est salarié aujourd'hui, c'est le livret A finalement, la connaissance, la capacité à investir, elle est inexistante. Via votre entreprise, il y a un niveau de confiance parce que votre entreprise, le dirigeant ne propose pas une opération comme ça au hasard et un investisseur n'a pas mis de l'argent au hasard. Donc il y a une double validation finalement de la qualité de l'investissement. A priori, il y a toujours des risques bien évidemment. Je corrigerai juste en disant qu'on n'a pas encore 20% des entreprises dans le portefeuille d'investisseurs. On a 20% des ETI, voilà, mais on n'a que 8000 entreprises qui ont ouvert leur capital à des adhérents de France Invest. Donc on a un boulevard devant nous, on a 100 000 cibles. Mais vous pouvez quand même donner l'exemple, effectivement. Mais nous donnons l'exemple, justement, pour qu'il y ait davantage de dirigeants qui acceptent, d'ouvrir leur capital, puisque ça reste encore un sujet. On a pour ambition que de 8000, on ait un portefeuille français qui soit à plus de 15 000 sociétés, et que dans ces nouvelles entreprises, lors de notre entrée, on ait des outils de partage de plus-value collectif. Merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle table ronde CF News.